je crois qu'on va commencer à avoir des résultats sur cette expérimentation avec la présentation de Julie Pereira, qui fait sa thèse à Sciences Po sur le suivi des données de cette expérimentation. Voilà, je suis ravie d'être présente parmi vous aujourd'hui pour présenter des résultats intermédiaires, les premiers résultats du travail dans le cadre de ma thèse que j'effectue sous la supervision de Philippe Coulangeon, qui est présent ici cet après-midi. Alors, on va être plus concret et sans doute moins neuronal que ce matin. Je vais d'abord vous présenter la littérature rapidement, puisqu'on en a déjà parlé, avant d'aborder mes questions de recherche et les données, les méthodes, et enfin arriver à ce qui intéresse tout le monde, les résultats. Donc, dans la littérature scientifique, comme on l'a vu ce matin, on est sûr que l'éducation musicale est associée à une multitude d'objectifs et de bénéfices. On a des études sur des scores de QI, sur les mathématiques, sur la mémoire, sur la littératie, sur l'apprentissage des langues étrangères. Le problème qui subsiste, c'est que la plupart de ces études sont malheureusement corrélationnelles. C'est-à-dire qu'on mesure que les enfants qui font de la musique sont également réussissent mieux à l'école. La question qui se pose du coup, c'est est-ce qu'ils réussissent mieux à l'école parce qu'ils font de la musique, ou bien font-ils de la musique parce qu'ils réussissent déjà bien à l'école? Donc, pour confirmer ces fortes corrélations, on essaye de faire tout un travail de méta-analyse pour essayer de distinguer est-ce qu'il s'agit de corrélation ou de causalité. Et dans ce cadre-là, l'étude que nous faisons présente des caractéristiques tout à fait intéressantes, puisqu'on est en mesure d'éliminer une grande partie des biais qui sont habituellement présents dans ces études. Très rapidement, on distingue en général deux types d'effets pour l'éducation artistique et l'éducation musicale. D'une part, les effets intrinsèques. C'est un petit peu les effets directs. Donc ça va être des choses comme le goût pour les arts, les connaissances et les compétences artistiques. Et ensuite, des effets extrinsèques. Donc ces effets extrinsèques, en économie et en sociologie, on a tendance à les qualifier de cognitifs et non cognitifs. Alors je sais que pour les neuroscientifiques, c'est pas un vocabulaire adapté, mais c'est celui qu'on utilise dans ma discipline. Et ces effets extrinsèques, on pourrait également les appeler des effets secondaires, des effets indirects en quelque sorte. L'idée, c'est qu'en apprenant à faire ici de la musique, du violon, on va développer des compétences spécifiques à la musique et au violon, qu'on va pouvoir ensuite être en mesure de transférer vers d'autres apprentissages, notamment les apprentissages scolaires. Et parmi ces effets extrinsèques, on s'intéresse surtout aux effets cognitifs, c'est-à-dire les compétences en lecture, en maths, etc., les résultats scolaires, les compétences exécutives comme la mémoire, et également à des effets non cognitifs, que je qualifie de non cognitifs, qui vont être plutôt des compétences socio-émotionnelles, de l'empathie, de la confiance en soi, etc. Cette littérature, comme je disais, elle est dominée par les effets extrinsèques. C'est dominé également par la musique, par rapport aux autres formes d'art. Et souvent, on a des chercheurs qui sont, je suis la première concernée, par ailleurs musicophiles, ou sinon musiciens. Et du coup, on a aussi beaucoup des tentatives de justification et de légitimation de la place de l'éducation artistique et de l'éducation musicale dans l'éducation en général. Comme je disais, on a surtout des études corrélationnelles. Et par ailleurs, ça c'est un point qui n'intéresse que moi, mais il y a peu d'études sociologiques sur le sujet, donc c'est-à-dire on a tendance à ne pas assez prendre en compte le milieu d'origine des enfants, qui a quand même un impact très conséquent sur leur scolarité. Dans ce cadre-là, la question que je me pose dans ma thèse, c'est est-ce que l'éducation musicale peut affecter positivement les compétences cognitives et non cognitives de jeunes enfants socialement défavorisés? Et si oui, comment varie-t-elle selon les caractéristiques des élèves? En d'autres termes, est-ce que l'intervention fonctionne? Et si oui, à qui profite-t-elle le plus? Alors, je vais pouvoir passer vite sur le programme grâce à Hélène et Bruno qui ont préparé le travail de présentation. C'est un programme qui a la particularité d'être intensif par rapport à d'autres expériences. Il est destiné à de très jeunes enfants, ce qui est également un bon point issu de milieux défavorisés.
Le fait que ce soit un programme obligatoire limite considérablement le biais de sélection, ce qui nous arrange également. Et le cours de violon sont pendant le temps habituel, donc traités au même titre que les autres matières scolaires. Qu'est-ce qu'on mesure ? On essaye de mesurer le plus de choses possible, et en même temps, comme on travaille sur 2000 enfants, on ne peut pas aller autant dans le détail que d'autres études qui seraient sur des échantillons plus réduits. Donc le premier volet, c'est les compétences cognitives et scolaires. On s'est appuyé d'abord sur des tests ad hoc quand ils étaient tout petits, donc en moyenne et grande section, à l'époque où ils ne savaient pas lire. C'est les tests qu'on a passés sur tablette et qui viennent du monde de l'orthophonie et qui visaient à évaluer un certain nombre de compétences cognitives. Et ensuite, on s'appuie sur des données qui viennent à la fois du département et de l'éducation nationale, qui sont de grande qualité et qui nous permettent ensuite d'apparier les données que nous avons collectées nous-mêmes avec les données que eux mettent à notre disposition. Et du coup, je tiens ici à saluer que sans cette collaboration, on ne pourrait pas voir ce qui se passe sur la suite. On a voulu également insérer un volet de compétences non cognitives. Là encore, c'est des compromis. Nous, on a choisi de faire passer un questionnaire aux enseignants parce qu'on a du mal à être en contact avec les parents et qu'on s'est dit que l'enseignant en fin d'année a quand même une assez bonne vision comparative du caractère et des dispositions sociales des enfants. On a également ajouté une batterie musicale. C'était pas forcément la commande initiale, mais dans l'idée de voir si est-ce qu'ils font des progrès sur un type en particulier de test musical, donc un test de discrimination. Et enfin, on a intégré un questionnaire famille, donc des données sociodémographiques. C'est des informations assez banales, du type nombre de frères et sœurs, études des parents, profession des parents, etc., qui nous permettent de contrôler un petit peu l'effet du milieu. On a un taux de réponse d'environ 80%, après vraiment beaucoup d'efforts de collecte. C'est difficile d'aller plus loin, malheureusement, et on sait très bien que les 20% qu'on n'obtient pas, c'est probablement les 20% qui sont le plus éloignés de l'école et le plus en difficulté. Rapidement, on a commencé donc en 2020, et aujourd'hui, je crois pas, peut-être, je peux pointer. Est-ce que je peux ? Non, pardon. Si, je peux. Hop, oui, donc là, nous en sommes ici. On est tout à la fin du CE1 pour les enfants qu'on a commencé à suivre en moyenne section. Et en termes de données, on est ici, donc entre le milieu et la fin du CP. Et donc ces données ici viennent d'arriver. Je n'ai malheureusement pas eu le temps encore de les analyser, donc elles arriveront prochainement. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui se limite à cette petite barre ici en pointillé. Donc, on a constitué des groupes tests, un groupe test, un groupe témoin. Dans le groupe test, on avait 39 écoles qui comprenaient environ 1100 enfants à l'entrée en 2020. Dans le groupe témoin, le recrutement a été plus difficile. Donc, on a seulement 18 écoles et environ 900 enfants. Tout simplement parce que dans le groupe test, on n'a pas testé tous les enfants. Du coup, on a fait une sorte de randomisation. L'avantage, c'est que toutes les écoles sont classées en REP ou en REP+. Toutes sont situées dans le Val d'Oise. Elles se sont toutes inscrites sur la base du volontariat, mais on n'a pas pu faire de randomisation. Et donc, on observe ce que je présente ici. En fait, nos groupes tests et nos groupes de contrôle sont un tout petit peu différents, c'est-à-dire les différences ne sont pas énormes, mais elles sont significatives sur plusieurs points. Donc on a par exemple ici l'indicateur de position sociale, donc qui est un score qui reflète le pourcentage de chance, on va dire, de réussite à l'école, où on voit que notre groupe test démarre un peu plus bas que notre groupe contrôle. Et c'est vrai pour tous les autres items, donc c'est-à-dire par exemple les mères des enfants des violonistes sont un petit peu moins souvent en emploi que les mères du groupe contrôle, etc. Donc comme on a ce groupe test qui malheureusement est un peu plus désavantagé, ce qui par ailleurs, comme je vous le disais, il nous manque 20% des questionnaires et on sait que, donc quand je dis vraie moyenne, c'est l'IPS de l'établissement tel qu'il est disponible publiquement, donc on sait qu'il
il nous manque un petit peu d'enfants dans le bas de la distribution sociale. Donc, il y a des super méthodes statistiques pour nous aider à gérer tout ça. Je ne vais pas nécessairement insister sur la théorie derrière, mais l'idée, c'est qu'on va utiliser un système de poids pour équilibrer au mieux les deux groupes. Donc pour compenser un petit peu ces différences initiales qu'on a mesurées, afin de les prendre en compte et de pouvoir éliminer leur effet. Donc j'utilise une méthode qui s'appelle l'entropy balancing. L'idée, c'est qu'on lui donne un certain nombre de variables et qu'ensuite l'entropy balancing va égaliser les deux groupes sur ces variables-là. Voilà. Donc les variables que j'ai intégrées dans l'entropy balancing, c'est le sexe de l'enfant, le trimestre de naissance, parce qu'on sait que sur des enfants aussi jeunes, quand on a 4 ans, ça fait une grosse différence d'avoir 4 ans ou 4 ans et 9 mois. L'indice de position sociale, qui est donc l'indice dont je vous parlais précédemment, le fait d'être droitier ou gaucher. Bon, en l'occurrence, on ne trouve pas un gros impact, mais on l'a mis quand même. Les scores cognitifs initiaux. Et ensuite, pour être en mesure de capter encore un peu le désavantage social de certains enfants, on a inséré 2 variables. L'une qui représente est-ce que les enfants ont des troubles de l'apprentissage selon leurs enseignants. Donc là, on a enlevé les enfants qui portent des handicaps de façon avérée ou c'est extrêmement lourd. Là, on capte des choses qui sont plus fines. Ça va être l'enseignant qui suspecte, par exemple, un trouble de l'attention, mais rien n'est confirmé, c'est plus diffus. Et également, quand l'enseignant nous a déclaré que l'élève était allophone, c'est-à-dire qu'à la maison, il ne parlait pas français et qu'il avait potentiellement des difficultés de compréhension importantes. Ensuite, on fait des régressions linéaires en incluant ce poids d'entropy balancing et en ajoutant les variables de contrôle que j'ai mis dedans. Et donc, tous les résultats que je vais vous présenter par la suite sont des résultats sur des variables standardisées. Donc, ça se lit en pourcentage de variation d'écart type. C'était la partie technique, c'est fini. Les résultats. Donc, mi-grande section, ce sont les données du département. On voit un net effet positif du violon. Donc ce graphique se lit comme suit. Par exemple, l'effet le plus fort qu'on observe, il est pour les compétences à l'écrit. Et c'est assez conséquent, on est entre 30 et 40% d'un écart type. Donc les enfants sont 30 à 40% d'un écart type meilleur que s'ils n'avaient pas fait du violon. C'est comme ça que ça se lit. Donc on voit effectivement des compétences. Et en fait, la ligne en pointillé que vous voyez, ici, ça correspond à un effet nul. Les points, ce sont nos estimations, et les lignes, ce sont nos intervalles de confiance. Donc dès que l'intervalle de confiance ne croise pas la ligne, on peut être sûr qu'il y a effectivement un effet positif. Après, on a une incertitude sur la taille de l'effet exactement, mais là quand même, c'est assez clair. Donc des effets positifs en maths, à l'écrit, sur le séquençage syllabique. Sur compréhension et oral, c'est un peu moins clair, mais on reste quand même dans une tendance positive qui nous amène à un total très positif. Globalement, ces compétences-là, en fait, elles sont assez proches de ce qui a été entraîné pendant les cours de violon. Par exemple, dans la capacité à l'écrit, on a des mesures indirectes de la motricité fine avec le maniement du stylo ou le début d'apprentissage de reconnaître des signes et des sons, etc. Donc là, on observe vraiment des choses positives. Sur la fin de grande section, on a toujours des choses positives sur le fait de compter sur ses doigts et la complétion de forme, donc qui est un test de logique. C'est un peu moins clair sur lire des nombres et comprendre des mots, mais comme vous voyez, malheureusement ici, tout traverse cette barre d'effets neutres, donc en fait, c'est pas très probant, quoi, ce test de fin de grande section. En CP, à l'entrée en CP, on a encore une tendance positive, alors avec des tailles d'effets qui sont moins grandes que celles de tout à l'heure. Vous vous rappelez, on était à 0.3, entre 0.3 et 0.4. Là, on est à 0.05, 0.1, et qui ne sont pas tout à fait significatives, mais avec quand même quelque chose qui subsiste positif. Et sur les évaluations de mi-CP, donc là, pour le coup,
vous voyez, c'est toujours pas significatif, mais on perd la tendance positive quand même. Si on zoome entre les deux, ce qui est assez logique, on trouve donc, en langage, c'est plutôt négatif, mais pas forcément significatif. Par contre, en mathématiques et sur les exercices communs aux deux vagues, là, on a des résultats légèrement négatifs. Encore une fois, c'est vraiment pas des coefficients très importants. Donc, bon, voilà, ces résultats sont là, ils sont provisoires et pas d'une ampleur très inquiétante. Donc, voilà, je vous refais pas le résumé, mais au niveau des sous-groupes, on n'a pas de différence selon le sexe des enfants. Donc, les garçons et les filles ne bénéficient pas plus ou moins du programme sur le plan cognitif. En milieu de grande section, on a un effet qui est socialement redistributif, donc ça c'est plutôt très positif, ça veut dire que le programme bénéficie d'autant plus aux enfants qu'ils viennent de familles défavorisées à la base. Et ensuite, pour l'instant, donc entre début et mi-CP, pour l'instant, il n'y a pas de différence significative selon l'IPS des enfants, ce qui ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas un tel pattern plus tard. Au niveau des résultats non cognitifs, en fin de grande section, on voit un peu moins, on voit moins grand-chose. La seule chose qui est quasi significative, c'est une amélioration du caractère consciencieux. Donc, les enseignants estiment que les enfants qui font du violon sont plus ordonnés, sont mieux organisés. Donc, c'est des choses qui sont là aussi assez positives. Et quand on part quand je regarde ce qui se passe entre la fin de la moyenne section et le début et la fin du CP, là, on a des effets positifs sur l'extraversion des enfants, sur l'ouverture. Donc ça, c'est extrêmement positif. L'ouverture, c'est la curiosité et le fait de comprendre vite ce qui se passe. Donc je pense que ce résultat-là est quand même globalement très encourageant, même s'il ne se reflète pas encore sur les résultats cognitifs. Là, on a, de façon un peu surprenante, on a le caractère consciencieux qui est repassé en négatif. Alors, quand dans mes entretiens avec les enseignants, j'en avais certains qui m'expliquaient qu'ils avaient du mal avec les mouvements d'élèves d'entrée et de sortie à les reconcentrer parfois. Donc, c'est peut-être en fait juste un artefact des aspects organisationnels en fait du programme sur des enfants très jeunes qui n'ont pas encore l'habitude de changer de prof et de salle régulièrement. Donc, voilà, on a un effet positif sur le caractère consciencieux en fin de CP, donc qui sont considérés comme plus ordonnés et plus concentrés, mais qui s'inversent en fin de CP. Sur l'ouverture intellectuelle, donc le fait d'être curieux et de comprendre vite, ainsi que sur l'extraversion, on a des effets très positifs en fin de CP. Ça ne change pas selon l'IPS des enfants, et globalement, les effets non cognitifs sont plus prononcés chez les garçons que chez les filles, ce qui est assez conforme avec la littérature, en fait, c'est pas très surprenant. Je vais passer là-dessus, c'est juste l'illustration de ce que je viens de dire sur les garçons et les filles. Et enfin, donc le dernier volet qu'on a mesuré, c'est les résultats musicaux. Donc, en fin de grande section, on a une tendance positive sur la discrimination mélodique. Donc, c'est les mêmes tests que ceux qui vous ont été présentés ce matin. On entend deux mélodies l'une après l'autre et on doit dire si c'est ou non la même mélodie qui a été entendue. Ça se dégrade un petit peu et ces exercices sont passés dans l'ordre. Donc il y a peut-être un effet de perte de concentration aussi. En tout cas, sur le CP, on a un effet positif et significatif sur la mémoire auditive. C'est-à-dire qu'à la fin, après leur avoir fait tous les exercices de discrimination mélodique et rythmique, on leur soumet une série de mélodies et on leur demande est-ce que c'est un son nouveau ou est-ce que tu l'as déjà entendu ? Et là, les violonistes performent vraiment mieux que le groupe contrôle. Donc ça, c'est rassurant, ça montre que le programme, finalement, on fait de la musique et on a un effet musical. C'est déjà une bonne chose. Voilà, et cet effet musical ne change pas grand-chose, enfin ça ne change pas grand-chose selon le genre et selon l'IPS des enfants. Donc finalement, à ce stade-là, on a des résultats sur le plan cognitif qui sont plutôt positifs en maternelle, et plutôt négatif sur la première moitié du CP. Là, on a plusieurs hypothèses sur lesquelles on n'a pas encore tranché. La première hypothèse, c'est que le CP, c'est une classe très particulière, puisque voilà, c'est l'introduction à la lecture, on change de structuration de l'enseignement, etc. Donc, peut-être
qu'il faut juste laisser le temps aux enfants de s'adapter et que ça va s'améliorer en CE1. C'est tout à fait possible. La deuxième hypothèse, c'est qu'à partir du CP, on a des apprentissages scolaires qui sont plus structurés et plus denses. Et comme dans le cas du programme Un violon dans mon école, l'apprentissage se fait sur le temps scolaire, on a quand même un risque qu'on ne peut pas exclure de mise en concurrence en fait, du programme violon avec les apprentissages traditionnels. Donc on est en attente des résultats de CE1 et CE2 pour pouvoir se prononcer définitivement, enfin en tout cas trancher cette question. Cela dit, par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin, ça ne remet pas du tout en cause d'éventuels bienfaits de la musique dans l'absolu, qu'ils soient cognitifs ou non. Déjà, on observe un effet positif sur leurs compétences musicales, donc ils apprennent à faire du violon. Par ailleurs, ils sont plus ouverts et il y a qualitativement des choses qui se passent. À mon avis, la question principale, c'est le moment des séances de violon, en fait. Peut-être qu'il faut réfléchir à essayer de les déplacer sur des temps sous-utilisés, par exemple alors ça, bien sûr, ça complique les choses beaucoup, mais sur le mercredi, sur le temps du déjeuner, etc. Et par ailleurs, il faut garder en tête qu'on évalue ici un transfert de compétences qui est assez lointain. Et plus le transfert est lointain, plus c'est difficile de l'observer. C'est-à-dire, si on s'entraîne en violon, on a des fortes chances de s'améliorer en violon. S'entraîner en violon et s'améliorer en maths, c'est moins, en tout cas peut-être moins rapide et sans doute moins probable. Sur le plan non cognitif et le plan musical, les premiers résultats sont très encourageants, notamment cette idée sur l'ouverture intellectuelle en fin de CP. C'est quelque chose qui peut, par la suite, éventuellement se traduire par des progrès également scolaires. Donc là, on a de l'espoir. Et enfin, l'effet négatif sur le caractère consciencieux, moi je l'interprète vraiment par la difficulté en fait, des enseignants à s'adapter, parce que dans beaucoup d'écoles, la cohorte qu'on suit est la première cohorte. Donc pour les enseignants, c'est nouveau. Et c'est pas facile de s'adapter à des groupes d'enfants qui arrivent, qui partent. Et peut-être que cet effet-là également se dissipera avec le temps. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Théo.